Bienvenue pour une nouvelle émission à Qsari Web TV. Pour cette fois, on va rencontrer quelques personnes que vous avez déjà vues au niveau de la communauté, quelques personnes qui travaillent bénévolement au niveau de la communauté. Je parle de l'ASMQ, l'association de la sépulture musulmane au Québec. Donc, on va parler de ce qui se passe au niveau de l'association. Il ne faut pas oublier que cette année, ça tombe bien, au mois de novembre, c'était l'Assemblée générale. Donc, on va parler de ce qu'ils ont fait. Pour ça, donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Avant de parler, en tout cas, vous voyez une nouvelle tête avec nous, qui est M. Rachid. On va parler en premier du bilan de l'année de la SMQ. Le bilan de l'année, en vérité, c'est 2016-2017, si je ne me trompe pas, Madame Hajira. Ouais. C'est ça? Donc, 2016-2017, c'est Madame Hajira Belkacem, qui était la présidente de la SMQ, on va en parler tout à l'heure, mais elle va essayer de nous parler de ce qu'ils ont fait, en gros, comme activité, comme sortie, comme pas mal de choses au niveau de l'association. Madame Hajira, bonjour. Bonjour Kader, merci pour cette invitation. Tu es toujours là pour nous soutenir, merci beaucoup. La SMQ a fait 3 ans de travail acharné. Depuis 2014, on a fait beaucoup d'actions, alhamdoulilah. La communauté nous a beaucoup aidés. Des personnes aussi qui nous ont soutenus. Et je dis toujours, il faut un travail d'équipe pour aboutir à quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quelles sont par exemple quelques activités cette année, 2016, 2017, ouais. Ça augmente, hein, ça évolue. C'est sûr, vous évoluez. Alhamdoulilah, on a pu aider des dizaines de familles. C'est 32 familles. C'est ce que j'ai vu dans votre bilan. 32 familles que vous avez aidées, mais je voyais un chiffre 17. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le 17, le 32? Oui, le 32, c'est les familles qu'on a aidées le long de cette année. Et les 17, c'est les personnes qu'on a aidées financièrement. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous, comme association, on n'aide pas seulement financièrement. On est là pour soutenir les familles qui sont seuls, qui n'ont pas de réseau social. On va y aller, les voir, apporter les plats pour manger. Lors du deuil. Oui, avant, durant et après le deuil. Donc ça veut dire que la mission de la SMQ, c'est pas juste de l'argent, c'est de l'accompagnement. L'accompagnement. Vous savez, ce qui est spécial en SMQ, elle chapeaute plusieurs volets. Parce qu'on ne peut pas parler de la mort, seulement de la mort. Subhanallah, oui, on parle de la mort, mais il y a beaucoup de vies tout autour. Alors, on peut pas parler de la mort sans parler des cimetières, leur protection. On ne peut pas parler des cimetières sans parler des maisons funéraires qui donnent le service. On ne peut pas parler de salons funéraires sans parler, par exemple, de comment soutenir les familles. Comment les soutenir? C'est quoi les informations qu'il faut donner? Comment les orienter? Parce que les familles, quand elles nous appellent, Kader, elles sont dans tous les états. C'est normal. C'est très difficile. On a un drame à la maison, ce qui fait... On est dérouté. Hein? Très difficile. Justement, en parlant de ça, on va prendre un exemple. Il y a eu un décès. Comment le cheminement de la SMQ il se fait? Nous, on a une stratégie, on a un cheminement qu'on doit suivre et c'est dans nos directives. Ça veut dire tout est écrit. La famille nous appelle. N'importe quel moment? 24 sur 24. Je dis à tout le monde, vous pouvez nous appeler, ne soyez pas gênés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai eu le décès à 11h et je ne voulais pas. Non, vous m'appelez. Et alhamdoulilah, on a eu beaucoup de personnes qui nous appelaient à 11h, à minuit, et c'est un plaisir. On le fait avec un grand plaisir. Donc, à ce moment-là, vous déléguez quelqu'un
ou quelqu'une, ou qu'est-ce que vous faites? Non, ça c'est mon travail à moi. Ouais. Parce que j'ai eu quand même de l'expérience et j'ai acquis beaucoup d'outils. Mais je suis en train de travailler pour léguer ça au nouveau CIA pour que je ne vais pas être là tout le temps. Alors, quand la famille nous appelle, la première des choses que je fais, c'est rassurer la famille. Hein? Lui dire, vous n'êtes pas seul, on est avec vous, on va vous aider sur tous les plans. Ensuite, je commence à donner des... Ok, c'est qui le défunt ou la défunte? Ils vont me dire, mon père, ma mère, mon mari, ça dépend. Je leur dis, ok, bien sûr, je fais mes condoléances et toutes les sympathies. Ensuite, je lui dis, est-ce que vous voulez enterrer ici ou rapatrier? On laisse le choix aux familles. Parce qu'on ne peut pas décider à leur place. Sauf que moi, ce que je fais, je leur donne toutes les informations, toutes les, les inconvénients et les avantages d'enterrer ici. Mais je leur dis, écoutez, ça reste votre décision. C'est pas moi qui va vous dire ce que vous devez faire. Soyez à l'aise. Quand, par exemple, il nous dit, on veut rapatrier, là, je leur demande, est-ce que vous avez les moyens pour ça? Il y a un coût attaché à ça. Tout le temps. Et, mais avant de dire ça, je leur dis, est-ce que vous avez une assurance? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient que j'ai une assurance, et cette assurance, elle peut couvrir, mais c'est pas tout le monde qui sait ça. On a eu plusieurs cas, où la famille, le défunt avait une assurance, mais il ne savait pas que les maisons funéraires peuvent attendre que l'assurance soit délivrée et tout. Et la famille, elle était très contente, elle était très soulagée. Et nous, comme association, on a un partenariat avec Magnus Poirier, que lui nous fait quand même confiance. Et nous, on l'appelle pour lui dire, est-ce que vous pouvez attendre que l'assurance entre pour que soyez... Et on a eu plusieurs cas, alhamdoulilah, oui. Il attend que... En général, ce qu'on dit, c'est déjà vous établissez des liens de confiance avec les organismes funéraires, tous les intervenants, c'est très important ça. Mais oui, parce que les gens ils ne savent pas, ok, il y a plusieurs maisons funéraires, et ce n'est pas toutes les maisons funéraires qui acceptent les assurances. Voyez-vous? C'est pour ça, nous, on a choisi Magnus Poirier. Parce que malheureusement, on a été critiqué par pourquoi vous travaillez seulement avec Magnus Poirier. Mais c'est simple. Magnus Poirier, il donne plus de facilité. Plus de facilité. Il est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Les coûts sont les moindres. On a vu toutes les autres maisons funéraires. On a activé, on était allé sur place, on a fait des rencontres avec les maisons funéraires. Mais il n'y a personne qui a pu donner les mêmes tarifs que Magnus Poirier. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est aussi un marché d'affaires. Exactement. Oui, exactement. Ok, la mort c'est une chose, mais aussi il faut trouver l'intérêt. Exact. Il y a des frais à débourser. Donc, après avoir contacté, après avoir discuté de tout ça, on va aller directement à l'hôpital. Même s'ils nous appellent à minuit, on va y aller. Parce que la famille a besoin d'un support le temps qu'elle nous appelle. Immédiat, oui. Immédiat. Et on l'a fait plusieurs fois. On y va, on va aller voir la famille, les rassurer encore plus. Parce que de parler au téléphone et voir la personne devant toi, c'est pas pareil. Absolument. Déjà, ils nous voient arriver. Ça descend. Il faut voir comment c'est très touchant, Kader. Oui. Et c'est ça qui nous motive à encore travailler. Parce qu'on voit le besoin, on voit l'utilité d'une association pareille qui travaille seulement dans le domaine funéraire. On ne travaille pas dans plusieurs choses. C'est le domaine funéraire et on est très efficace là-dedans. On est rapide et efficace. Oui. Donc, si je reviens, juste avant, on avait parlé des 32 cas, par exemple, de l'année 2016-2017. Et dans tous les cas, donc, à la mort, on vous rejoint à n'importe quelle heure, n'importe quel moment de la journée. Vous vous présentez, vous faites ce que vous avez à faire. Ça, vous avez acquis pas mal d'expérience. Oui. Il y a deux cas qui se présentent. Un cas où ça nécessite de l'argent. Exact.
ou un cas où ça nécessite un support soit administratif, soit moral. Soit moral, soit administratif. On a eu des familles qui étaient aisées, mais ils ne savaient pas quoi faire. C'est ça, c'est les autres 15. Voilà. Et aussi, on est très, on leur dit qu'il y a d'autres maisons funéraires, et voilà les tarifs. Mais, nous, par expérience, on aimerait travailler avec Magnus Poirier parce qu'il donne un bon service. Et, comme je dis, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Ce n'est pas toutes les maisons funéraires qui font ça. C'est normal. Mais on donne les autres. Vous pouvez aller voir la SKU. La SKU aussi, elle fait les rapatriements. Ok, donc on a vu les deux cas. Okay. Pour l'aide morale, l'aide administrative, l'accompagnement, ça c'est une chose. Donc c'est très important et tout à votre honneur. Merci beaucoup. Moi, je parle maintenant du deuxième cas. Le deuxième cas, les gens que vous aidez financièrement. Oui. Dans les gens que vous aidez financièrement, je pense qu'il y a deux cas aussi. Il y a ceux qui ont une assurance. Non, je peux dire trois cas. Il y a ceux qui ont une assurance, il y a ceux qui n'ont pas d'assurance, il y a ceux qui n'ont pas d'assurance mais ont de l'argent. Oui. Donc je dirais peut-être trois cas. Oui, ceux qui ont des assurances, bienvenue, c'est bon, ils ont pensé à l'avenir, soit pour ici, soit pour être rapatriés. Pour les gens qui n'ont pas d'assurance et qui ont de l'argent, donc on les compte dans l'accompagnement. Maintenant, les gens qui n'ont pas d'assurance. Ni d'argent. Dans les deux cas. Je sais que par rapport à tous les messages que je reçois, dans ce cas-là, il y a aussi deux cas. Il y a ceux qui vivent ici et il y a ceux qui viennent. C'est ça, les visiteurs. Les visiteurs. Donc, pour les gens qui vivent ici, comment vous décidez de les aider financièrement? Comment, ou bien aussi à quel montant vous les aidez financièrement, ou bien c'est quoi le plan financier d'aide de la SMQ? La SMQ a établi un formulaire où il y a beaucoup d'informations que le responsable du défunt va remplir. D'accord? Et là, on n'exige pas, parce que là, on est en train d'aider. Hein? On demande à la famille combien elle a besoin. Il y a des familles qui nous disent on a besoin de $2 000, de 3 000. Et il y a des familles qui disent on a besoin de la totalité. Et ils vont signer. Ça, on leur fait confiance. D'accord? La confiance doit être là. Oui, mais ils vont signer pourquoi? Pour que vous nous donnez tout? Non, pour que tous les détails que nous ont donnés sont vrais. À combien? Parce qu'il y a deux cas. Je pense qu'au niveau de la SMQ, vous avez des gens qui cotisent. Oui, ça c'est... Oui. Donc eux, ils sont à combien vous les financez? Ça c'est... Nous sommes juste en train actuellement, nous sommes en train de revoir, de façon par rapport aux questions que tu as posées, de revoir les critères de soutien, d'admissibilité pour ce soutien financier. L'équation n'est pas si simple que cela, puisqu'on a plusieurs configurations ce qu'on appelle des profils socio-économiques du défunt lui-même et de la famille qui le soutient. Donc ce profil-là, nous sommes en train d'établir certains critères et Hajira a déjà expérimenté ces critères qui, grosso modo, fonctionnent bien jusqu'à date. Mais il y a réellement une interview avec la famille du défunt qui est déjà effectuée par rapport au coût funéraire déjà établi. C'est par rapport à ce coût funéraire que Hajira annonce ou que la maison funéraire nous annonce, parce qu'on le connaît maintenant, le coût funéraire, pour par exemple l'enterrement ici localement. Et donc on établit ces critères-là avec une entrevue avec les gens. Ils remplissent un formulaire de façon responsable parce que toutes les données, elles sont aussi contrôlables. Donc, on peut contrôler cette situation. Et les gens, généralement, dans ces conditions-là, ils vous disent réellement où est le besoin. Les gens n'ont jamais, jusqu'à date, de ce que j'ai pu apprendre de l'expérience vécue, ils n'ont jamais essayé d'avoir plus qu'ils n'en avaient besoin. Au contraire, c'est juste pour couvrir les frais funéraires. That's it, that's all. C'est juste exactement ça. C'est une attitude, si vous voulez, lors de ces événements
événements tristes et malheureux où on découvre l'honnêteté des gens et des personnes. Vraiment, c'est en ce moment-là. Donc, c'est incroyable. Pour faire court, nous sommes en train de réétudier, de revoir tous ces cas de figure avec des critères à établir parce que l'équation n'est réellement pas simple. Il y a autre chose. Il y a aussi le soutien du Québec lors des décès. Si la personne, par exemple, a travaillé un certain nombre d'années, nous sommes en train aussi, sur le plan de la réglementation, pour l'accès à cette prime décès. Justement, ça, c'était une des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose, un apport qui vient du gouvernement? Mais ça, c'est après. Oui, mais ça, c'est après que ça peut s'établir lors de l'entrevue avec les gens. La plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas toute la législation qui est applicable ici au Québec, si la personne a travaillé ou pas. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous approprier ces aspects légaux des primes. Il y a la question des assurances, il y a encore toute une éducation à faire pour la communauté. C'est une question qu'on va en parler tout à l'heure aussi, parce que sinon... Voilà, c'est pour ça. Donc, juste les critères, pour les critères, nous sommes en train de les revoir. Non, parce que juste pour que les gens savent que n'importe quel sou qu'il donne, il va à la bonne place. Absolument. C'est le plus important, c'est ce qu'on veut dire. Absolument. Kader, nous sommes fiers de notre exploit, c'est qu'on est arrivé à ne pas toucher le cash. Tout par en ligne. Et ça, c'est... Ça laisse des traces. Absolument. Voilà. En parlant de ça, c'est quoi comment dire... pour l'année 2016-2017, c'était quoi le bilan final? Combien d'argent vous avez amassé? On a fait beaucoup d'argent. On a, pour le chiffre qu'on a aidé, c'est 85 000. 85 000 dollars. Tel cas, votre financier n'est pas votre comptable, qui est ici, qu'on profite à saluer. Il nous aide aussi au niveau du studio. Mais ce que je veux dire, donc 85 000, ça veut dire, c'est sûr que ça, c'est juste les premiers balbutiements. Après 3 ans, vous êtes arrivé à ce moment-là. On a commencé avec 1 000 dollars. Voilà. Tu te rappelles? Ça fait nos caisses, il y avait 1 000 dollars. Et tout le monde, pas tout le monde, mais il y a des personnes qui nous disaient, là, vous délirez, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, juste pour cette première partie, parce qu'on va faire l'émission de partie, je veux juste dire que lorsque vous faites un appel aux dons, est-ce que vous faites un bilan du don? Oui, bien sûr. Tout de suite là. Oui. Il y a des personnes qui nous appellent pour nous dire on aimerait faire un don, on leur dit que c'est clôturé et on ne va pas prendre le don. Concernant le cas qu'on a actuellement, sauf s'ils veulent le donner pour les cas généraux. Exactement. Okay. Mais nous, on leur dit, parce qu'on aime toujours que les gens le fassent en ligne. Ouais. Est-ce que... C'est sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'Internet. Eux, ils viennent sur place et on leur donne un petit reçu comme quoi on a reçu cette somme. Justement, en parlant de reçus, j'ai entendu dire que maintenant, vous avez la possibilité de donner des reçus. Oui, ça c'est un donc, gros malgré pas. que le don qu'on fait, nous, on le fait... Je le fais, mais il ne faut pas oublier, Kader, il faut qu'on aille cogner les portes des entreprises, des commerçants. Eux, ils peuvent donner quand même des sommes assez... Donc, comme vous venez d'entendre, il y a la possibilité de faire des dons. Il ne faut pas oublier qu'ici au Québec, au Canada, il y a beaucoup d'associations, d'organismes communautaires qui vivent grâce à ces dons-là. La recherche se fait grâce à ces dons-là. Donc, il y a une place pour la communauté musulmane ici, où votre don peut servir à aider pas mal de personnes. Surtout que le numéro de charité a été octroyé déjà maintenant très récemment. On est très content de cela, le 29 août 2017. Donc c'est très récent. Ouais. Le numéro de charité existe. Nous sommes maintenant un organisme d'œuvre de bienfaisance enregistré au Canada. Avant de clôturer cette première partie, donc... comme vous devrez le savoir, chaque association a ses propres règles. La SNQ aussi a ses propres règles. Et le président ne reste pas plus de 3 ans. Donc, c'est rare de trouver une association issue de notre communauté qui applique ces règles-là.
connais des associations qui restent 15 ans, 20 ans, 10 ans, 3 ans. Pas 3 ans, excusez, mais donc, ils ont eu leur assemblée générale, ça fait quelques semaines de ça, et on va en parler dans la prochaine partie, dans la prochaine branche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après juste cette petite pause, on va vous montrer certaines vidéos de la SNQ, et on va vous revenir après ça. Merci d'être resté avec nous pour cette première partie. Donc, on a parlé plus du bilan de l'année passée. Comme vous avez dû le remarquer, c'est plus Madame Hajira Belkacem qui a parlé tout le temps. Parce que c'était la présidente, donc j'ai dit c'était, elle n'est plus la présidente. Il y a eu une assemblée générale dernièrement, comme les règlements intérieurs de l'association le stipulent, que chaque année il devait y avoir une assemblée générale. Et en même temps, c'était 3 ans qu'elle était présidente de l'association, donc il y a le renouvellement du président ou de la présidente. Pour cette année, juste on va parler avec Madame Hajira Belkacem juste pour comment ça a été organisé cette rencontre cette année. Comme d'habitude, en tout cas comme d'habitude, cette année, on a lancé un appel pour les candidats. Et on a eu M. Rachid Bayou, Kamal Hamidouche, Amel Belselloum et Wassila Aouchiche. Est-ce que c'est des gens qui étaient déjà dans l'association? Ils sont membres. Ils étaient déjà membres de l'association. Oui, parce que donc, règle de base, c'est des membres de l'association. Oui. Ce n'est pas des gens extérieurs qui viennent comme ça. Parce que notre association n'est pas une association culturelle. Il faut que la personne qui a fait ses preuves. Voilà, et qui connaît ce qu'on est en train de faire, et il faut qu'elle soit motivée aussi. Donc, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pas facile, Kader. Je sais, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on demande aux personnes qui soient vraiment motivées, très engagées. Motivées, parce que le travail demande beaucoup de temps, énormément. Et aussi de la patience. Oui. Ouais. Donc, vous avez... Et d'enlever aussi l'ego. Il faut qu'on... l'ego, là, c'est... Enlever son ego, oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez eu le quorum pour faire cette assemblée? Oui. Donc, parce que le quorum des membres et tout. Oui. L'élection, est-ce qu'elle a été à main levée ou par voix... À main levée. À main levée. Oui. Donc, après ça, vous avez élu... les nouveaux membres. Les nouveaux membres. Du conseil d'administration. Le conseil d'administration. Est-ce que c'est le vote qui désigne le président ou c'est le conseil qui a été élu qui désigne le bureau? Oui. Exact. Oui, c'est le conseil qui a été élu par l'Assemblée générale
c'est lui qui va élire le président, le vice-président, le trésorier. secrétaire, Oui. trésorier, les administrateurs. Donc, après cette rencontre-là, après la présentation, après les discussions, il y avait un CA qui a été élu. Et ce CA a élu M. Rachid Bayou. Rachid Bayou, un Canadien d'origine algérienne qui est arrivé en 98, d'après ce que vous m'avez dit. Donc, ça fait un bon bout de temps, comme on dit, presque 20 ans. une vingtaine d'années. Oui. Presque 20 ans, ça me rappelle quelque chose, moi. Ça me rappelle presque le 20e anniversaire d'Algéro-Web. Hein. D'Algéro-Web, donc, Donc, ouais. félicitations à moi. Voilà. Félicitations. Et donc, ce Bonne qui fait, merci. Donc, ce qui fait que vous êtes arrivé là. Bienvenue, Oui. Monsieur Rachid. Merci. Juste avant de parler de l'association en elle-même, Oui. les objectifs, comment vous connaissez l'association et tout. Oui. Qui est Rachid? Moi, je pose tout le temps cette question-là. Oui. Qui est Rachid Bayou? Oui. Un bref parcours. Oui, parfois il est gênant de parler de soi-même. Moi, je suis donc d'origine algérienne et j'ai eu ça, ma venue ici au Canada, c'est ma deuxième immigration. Ma première immigration était en Allemagne parce que très jeune, j'ai quitté l'Algérie après le bac, après la première année d'université. J'ai quitté l'Algérie pour faire une formation d'ingénieur en construction hydraulique et gestion des eaux. Allemagne, lorsqu'il y avait les deux Allemagnes ou l'Allemagne? Lorsqu'il y avait les deux Allemagnes, oui. Je suis arrivé à l'âge de... J'ai fêté mon 18e anniversaire pour aller à l'université en Allemagne en 1972. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et donc ayant été formé là-bas, ça a été une très belle école de vie aussi. C'est pas seulement une école d'enseignement. L'Allemagne a été fédérale, était pour moi aussi une école de vie. Et par la suite, j'ai travaillé un peu en Allemagne comme ingénieur et je suis rentré quand même passer mon service national en Algérie pendant 2 ans, qui m'a permis de me réapproprier la connaissance du pays. Et j'ai sillonné le pays, c'était les derniers villages socialistes sur lesquels on devait travailler. Ouais. Et par la suite, j'ai regagné l'Allemagne une deuxième fois pour faire une maîtrise en sciences en technologie tropicale et subtropicale, pour un peu adapter la connaissance de l'ingénierie dans les zones arides et semi-arides. Et j'ai travaillé par la suite, je suis rentré en Algérie, travaillé très longtemps en aménagement du territoire. Donc tout ça, c'est pas loin de l'hydraulique, de l'environnement. Oui, et de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire concilier, si vous voulez, les territoires avec les pressions humaines, les pressions urbaines, etc. Donc ça a été très important comme école pour moi de Après vie ça, aussi. vous avez décidé de Par la faire suite, une deuxième immigration avec ma petite famille. Je suis marié et j'ai un garçon, Hussein Berkfik. Et par la suite, je suis venu ici en 98. Ça a été ma deuxième immigration. Et j'ai continué aussi à chercher, bien sûr, du travail. Et j'ai fait encore une formation ici. Nous sommes en Amérique du Nord, donc la formation ne s'arrête pas. Ça a été un peu difficile, le travail au début? Le travail, ça a été difficile, mais à travers, c'est ce que je conseille d'ailleurs toujours aux personnes immigrantes, il faut absolument se réinscrire aux universités et faire d'autres parcours enrichissants. Les possibilités sont multiples. Ici, on a une offre extraordinaire, il faut le dire. Donc, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'environnement et j'ai fait aussi de l'éducation relative à l'environnement. Donc, j'ai été dans le domaine, si vous voulez, un peu plus élargi que le domaine de l'eau lui-même. Donc, j'ai un peu ouvert mes champs d'intervention, mes horizons, comme on dit, pour intervenir dans le domaine de l'environnement. L'environnement inclut aussi la dimension humaine aussi, énormément. Et par la suite, donc, j'ai travaillé un certain nombre d'années ici au Québec dans des programmes gouvernementaux pour la formation des opérateurs de l'eau potable ici. Et pour la grande région de Montréal, donc pour la conférence régionale des élus, j'ai été aussi cadre chez eux. Et par la suite, j'ai été consultant ici et là, donc on a cheminé assez... Rachid, moi je vais aussi partir dans la même direction de la blague. Hein. Oui. Quel âge as-tu? Et voilà. C'est comme... c'est qui déjà, vous avez dit c'était lors du Vénézuélien qui était en classe avec moi à l'université. Il fallait se présenter, donc il fallait parler de son parcours. Donc à la fin de ce que j'avais à dire, il m'a dit, mais monsieur, quel âge avez-vous? Donc voilà, c'était ça. Donc, après tout ce parcours-là,
comment, je dirais, vous avez tamponné, non? Comment vous vous êtes rencontré avec le mouvement associatif? J'ai été très intéressé, déjà en Allemagne, ils ont énormément d'activités associatives. Donc c'est en Allemagne que j'ai connu quelque part, mais sans m'impliquer moi-même, parce que j'avais maille à faire avec mes études et mes travaux. Je vivais, j'avais pas de bourse. J'avais pas de bourse en Allemagne. Donc je vivais et je travaillais. Je travaillais et j'étudiais, je veux dire. Donc le mouvement associatif est très très riche en Allemagne. Par exemple, l'association qu'ils ont pour les enfants en Allemagne c'est une grosse association extraordinaire qui est active, et autres associations multiples. Donc la connaissance un peu du mouvement associatif, sans m'être impliqué directement, mais indirectement, parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient actifs là-dedans, m'a renseigné sur c'est quoi le mouvement associatif. Mais je n'avais pas d'expérience directe, si vous voulez, à l'intérieur. En venant ici, c'est lors d'un gala que la SMQ a organisé. Le premier gala que j'avais assisté, donc ça m'a aussi attiré, que j'ai pu donc connaître un peu ce que la SMQ fait. Et je trouvais ça d'une noblesse extraordinaire, d'autant plus que il y a un côté tabou à la mort que moi, si vous voulez, je lutte contre ce tabou, parce que la mort appartient à la vie. Et dans notre culture, il faudrait apprendre à mourir pour apprendre à vivre. C'est ce qu'on dit. Tout à fait. Oui, il faut apprivoiser ça, et il faut apprendre à mourir pour apprendre à vivre. Et c'est Jalaluddin Rumi, je crois, qui disait que pour vivre, il faudrait d'abord mourir. Ça veut dire que l'ego, il faudrait le tasser quelque part pour pouvoir renaître fondamentalement et laisser sa spiritualité renaître, et aussi son rapport au monde émerger. Voilà. Donc c'est tout un parcours, c'est-à-dire Oui. que maintenant vous êtes directement à la tête de la SMQ. Oui. Ça veut dire que déjà vous étiez au niveau de l'association, c'est-à-dire que, comme on dit, vous n'êtes pas tombé d'en haut ou quelque chose comme ça, comme tout le monde sait. Oui. Quelque part, il y a tout le temps quelqu'un qui tombe d'en haut. Oui. Il fait beaucoup de vacarme. Oui, qui fait beaucoup de vacarme pour Oui. rien aussi. Oui. Pourquoi vous avez accepté ce poste-là? J'ai accepté ce poste-là au travers des discussions multiples que j'ai eues avec les membres et aussi le directoire de l'association. J'ai vu qu'il y avait peut-être nécessité d'apporter un regard prospectif à l'association, comme on peut ramener ce regard-là dans une quelconque organisation, qu'elle soit territoriale ou qu'elle soit une PME, une entreprise. Il faut avoir ce qu'on appelle, et sortir, je veux dire, de la bataille et du front que Hajira avec M. Hakim auquel il faisait face. Il fallait sortir de ce front-là un peu et organiser la SMQ au travers d'une vision d'avenir, dans un contexte québécois, dans un contexte canadien, pour pouvoir mieux cibler et réaliser les objectifs de cette association-là, et aussi pour augmenter l'efficacité de leur mission. Parce qu'il y a c'est pas qu'il y a un problème, il y a toujours un questionnement sur l'efficacité des missions des organismes de charité. Justement, en parlant de ça, c'est ce que je disais, c'est que vous arrivez dans une association, c'est-à-dire vous connaissez déjà les missions de cette association, Oui. de la SMQ. Oui. C'est quoi, c'est-à-dire vos objectifs ou vos missions premières après Oui. quelques jours de... Oui, la mission première, il n'y a pas de changement quand on passe, si vous voulez, d'un directoire à un autre. La mission fondamentale ne change pas. Fondamentale, je dis. Ça veut dire que même elle est énoncée. Nous sommes un organisme de charité qui amène un soutien moral et financier aux familles dans le besoin. Je ne dis pas démunies, mais dans le besoin, que ce soit un besoin de soutien moral ou de soutien financier. Ça, c'est la base essentielle de l'activité. Sauf que ce cadre d'intervention, il faut l'identifier. La SMQ est en train de travailler avec de multiples partenaires, avec des enjeux liés aux sépultures et donc aux cimetières, aux lieux de sépulture. Elle est en train de travailler avec des acteurs liés
à la réalisation de l'enterrement, ça veut dire l'action funéraire elle-même. Elle fait face à des coûts, elle se questionne sur les coûts, il faut que l'association se questionne aussi sur le coût, sur les dons qui sont reçus par les membres et non-membres. Il y a tout un aspect d'intervention, un cadre extraordinaire. Il y a aussi la législation canadienne et québécoise. Il y a les réglementations et les processus de concertation liés au territoire lui-même, parce que les cimetières touchent des territoires municipaux. Il y a des acteurs municipaux qu'il faudrait aussi qu'on invite à la discussion sur comment, éventuellement, gérer, vu l'indice de diversité religieuse qui est en train de croître ici au Québec et au Canada. Il y a toutes les statistiques liées à cet indice très intéressant, d'ailleurs j'invite les gens à le consulter, que d'ici 2036, la population québécoise et canadienne tend vers un indice de religion assez élevé, un indice de diversité religieuse plutôt assez élevé qu'il faudrait reconsidérer. Maintenant, ce qui est apparu dans les statistiques, c'est que les musulmans que nous sommes sont en train de porter le flambeau, le drapeau de la revendication, ou trouver des cimetières pour aller enterrer nos défunts selon le rite musulman qui est simple, qui est vraiment simple, qui n'est pas compliqué. Donc c'est par rapport à cette demande-là, cette responsabilité, et comme par hasard, la SMQ est en train de porter ce drapeau-là pour la communauté musulmane, mais aussi pour les autres communautés qui, elles, ont, vu le nombre, elles ne le font pas actuellement, mais elle est en train aussi de répondre à ce qui va s'en venir actuellement. Donc ça, c'est un aspect stratégique sur lequel je suis en train de sensibiliser notre équipe, et aussi les membres, et aussi la population québécoise et canadienne éventuellement là-dessus. Voilà. Est-ce que dans cette même ordre d'idée, oui. Est-ce que la SMQ est outillée pour tout ça? Parce que c'est beaucoup de travail. Hein? C'est énormément de travail. Nous faisons face, tel que Hajira l'a dit, d'abord aux urgences, ou au quotidien plutôt, je ne dirais pas aux urgences, mais au quotidien que Hajira et Hakim maîtrisent déjà. Mais il y a d'autres aspects pour la croissance de cette association-là. On a besoin de soutien réel de par la communauté, parce que la SMQ ne travaillera pas juste avec un directoire, elle ne travaillera pas juste avec un conseil d'administration. Le conseil d'administration, il représente, il est mandataire de la mission seulement, uniquement, pas plus que cela. Nous sommes mandataires de cette mission-là. Et donc on fait appel, si vous voulez, à une communauté qui doit être sensibilisée, à la fois québécoise, je veux dire, et aussi aux Québécois musulmans pour qu'ils soutiennent cette association. Ouais. Mais les fronts sont multiples, effectivement. Oui, je le sais parce que justement, j'allais parler d'autre chose, oui. d'un événement, de plusieurs événements qui se sont passés. Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous parler, M. Rachid Bayou, oui. donc président de la SMQ, oui. en tant que nouveau président de la SMQ, oui. Cimetière musulman versus carré musulman. Oui. Parce que les gens doivent comprendre les deux. La différence. La différence, c'est que tout dépend des moyens dont disposent les Québécois musulmans pour revendiquer, quelque part, entre eux déjà, ou à la société québécoise, dire « je veux un cimetière musulman ». Un cimetière musulman, la tradition et l'histoire du Québec liée au cimetière est une tradition chrétienne. Et donc, au Québec, il y avait le gouvernement, il y avait l'école et il y avait l'Église. Et la gestion de la mort était donnée à l'Église. Donc, toute la législation, si vous faites une analyse, c'est lié aux fabriques et aux paroisses détentrices des cimetières et des lieux de sépulture. C'est eux qui ont organisé socialement cet espace-là, ce territoire, avec des règles, complètement bien établies, qu'il faudrait aussi respecter. Donc, on vient avec cet indice de diversité religieuse. Nous sommes Canadiens, nous sommes Québécois, et on revendique aussi un espace pour enterrer nos défunts. Et cette transition-là est en train de se faire actuellement, vu le nombre, c'est pas seulement d'immigrants, mais le nombre j'allais dire, de la population qui exprime religieusement sa spiritualité d'une manière différente que celle de la chrétienté, par exemple.
Alors, maintenant, nous sommes en train de comprendre comment sensibiliser la population québécoise pour qu'on puisse enfin trouver soit des sections à l'intérieur même des cimetières chrétiens ou autres, pour qu'on ait des carrés ou des sections qui sont à l'intérieur même des cimetières chrétiens ou autres que chrétiens. Parce que le cimetière en lui-même est un espace de vie, beaucoup plus qu'un espace de mort, parce que c'est les vivants qui activent à l'intérieur et autour du cimetière. Donc, ce n'est pas seulement fait pour les morts, c'est fait aussi pour les vivants. Il faut préciser aussi, Oui, Rachid, oui. parce que je sais que beaucoup de gens pensent que si ils nous réservent un carré, que si la direction du cimetière change, ils vont nous demander De l'enlever. d'enlever. Oui. Ou de partir. Voilà. Ou bien ils vont demander aux morts de partir. Ça Voilà. ne marche pas. Oui. Non, ça c'est... J'ai dit ça, c'est un mythe, s'il Absolument. vous plaît. Parce que ici, un cimetière doit rester un cimetière. Ad aeternam. Mais il y a des règles. Les gens ne ça. connaissent pas les règles de ce qu'on appelle des concessions qui sont données aux espaces pour enterrer les morts. Il y a des règles qui peuvent être établies. Il y a les renouvellements de concessions. Il n'est pas vrai que Non. s'il y a un changement de direction, que les sépultures sont enlevées. La loi existe ici Non, sur non. les concessions. Il y a des règles même juridiques très Pas logique précises. aussi. Non, c'est juste, il me semble, sortir des mythes. Voilà. Voilà, il faut réellement sortir des mythes. Et surtout, M. Abdelkader, ça je tiens à le dire, il faut se réapproprier l'espace des valeurs universelles des différentes communautés religieuses. C'est avec ça qu'on va se rapprocher. Et on ne pourra pas se rapprocher et régler nos problèmes en mettant de l'avant ce qu'on appelle les rites et rituels et fétichismes qui n'ont absolument rien à voir avec les vraies valeurs universelles, par exemple de l'islam. Moi, je ne peux pas parler à un chrétien avec mes rites et rituels. Je peux m'adresser aux chrétiens avec les valeurs universelles reconnues universellement par les autres communautés humaines. Donc ça, c'est un axe de travail sur lequel aussi on travaille. Il faut sortir des mythes et arrêter de mettre de l'avant les rituels et rites qui sont d'ordre culturel, qui n'ont rien à voir avec le niveau spirituel des Donc juste voilà. pour dire, M. Rachid, Voilà, c'est ça. à qui profitent les mythes. À qui profitent les mythes. Exactement. Mais voilà. je veux juste... je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. Oui, madame. je veux juste... ok, avant d'aller à la question. Oui, je veux seulement préciser une chose, Kader. Quand la CMQ a été créée, on savait que c'est un domaine très difficile et c'est un domaine qui demande de la résistance. Et on savait que la période de 3 ans, c'est installer le processus, la structure. La mise en place, oui. Hein? Et je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, écoutez, nous, le CIA actuel, c'est pour mettre en place la structure, le processus et tout. Maintenant, la deuxième étape, ça va être meilleur. Et je sais que la direction qui est en place maintenant, ils vont aller en avant encore plus que nous, on l'a fait. Et c'est une continuité, comme on dit. Oui, une continuité. c'est-à-dire que les bases du dialogue, à l'intérieur même de la communauté, entre guillemets, musulmane, je n'ai pas utilisé ce terme, à l'intérieur même des citoyens québécois musulmans, le dialogue, les processus de dialogue ont déjà été établis. Il y a une ouverture certaine que grâce au travail de Hakim et Hajara qui a été fait déjà. Les ouvertures sont là et les processus de dialogue pour arriver à résoudre nos propres problèmes, à nous entendre sur des processus de vie et de mort ensemble, vie et mort ensemble, pour aussi l'utiliser, ces processus de dialogue, pour les élargir aussi à la communauté québécoise en général. Donc, je suis confiant qu'il y a déjà une bonne base et il y a des ouvertures très intéressantes. On n'est plus en train de... Donc, je reviens à ma question. Oui. Le carré musulman et le cimetière musulman. Non, oui. Ma question c'est oui. Comment ça se gère? Alors, c'est ça, parce que c'est très important des fois le choix ou... Je ne sais pas déjà si tu peux en dire un mot, sinon... C'est très simple, c'est pour ça nous on est pour les carrés musulmans.
pour les carrés dans les cimetières déjà existants. Pourquoi? Dans l'immédiat ou à long terme ou à court terme? Ça dépend des finances aussi, parce que acheter un cimetière, ça coûte... Justement, c'est ça la question. Ça coûte beaucoup d'argent. La différence de gestion des deux. Inch'Allah, pourquoi pas? Oui, mais la question n'est pas tellement financière, la question est liée à la gestion des cimetières. Oui, et la formation. D'abord, il faut commencer à penser au capital savoir-faire. Dans les cimetières musulmans, nous n'avons que très peu de capital savoir-faire. C'est les détenteurs de cimetières, les propriétaires du cimetière, chrétiens entre autres, qui ont un savoir-faire concernant les saisons. Il faut penser aux saisons. Ouais. Nous avons des hivers assez rudes ici, les sols sont très particuliers, les machines sont très particulières. Exactement. Il faut ce qu'on appelle des ressources humaines formées dans la gestion des cimetières. Il ne s'agit pas juste d'acquérir un cimetière. D'ailleurs, on a connu des détenteurs de cimetières dans le monde musulman ici, dans la communauté musulmane, qui hélas, n'avaient pas ce savoir-faire lié à cette zone géographique particulière. Il y a toute une science dans la gestion des cimetières. Après, il y a les moyens réels financiers pour répondre à cette exigence de gestion, et il y a aussi, bien sûr, l'acquisition. S'il y a des fonds qu'on peut récolter ici et là pour créer nos propres cimetières, tant mieux, mais pourquoi perdre ce capital savoir-faire alors qu'il existe déjà? Exactement. Et que les communautés, les détenteurs de cimetières nous prouvent que oui, ils sont prêts à nous octroyer des sections, et je les félicite là-dessus. C'est déjà ce qu'on appelle une société en transition qui commence à s'ouvrir à la réalité du monde qui compose aujourd'hui le Québec et le Canada. C'est dans ce sens-là qu'il faudrait ne pas juste parler d'acheter un cimetière, il faut voir ce qu'il y a derrière. Exactement. Hein, donc voilà. Moi, ce que je disais, pour la différence, oui. Pour la gestion, il faut tout un savoir-faire. Toute une organisation. Oui. Le savoir-faire est déjà là. Déjà là, il est fourni par les détenteurs et ça nous facilite énormément la tâche. Énormément. Les familles peuvent retrouver des tombes propres, des tombes sécurisées, ce qu'on appelle un embellissement et un entretien paysager extraordinaire. Il y a une connaissance fantastique ici qui est faite. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des avantages comparatifs à encore mettre des murs, même à l'intérieur même des cimetières. Nous sommes en train de lutter contre l'érection de murs, même dans les zones de mort. Et on ne veut pas ça. On veut absolument enlever ces murs. Avant de terminer l'émission, je voudrais juste, par exemple, en tant que nouveau président de la SMQ, est-ce qu'il y a des points bien spécifiques, objectifs pour cette année à améliorer ou à créer du nouveau? C'est ça. Je vais seulement le dire en face de la caméra. Oui. Que nous avons un président extraordinaire. Il a déjà commencé à travailler là. Il est rapide, efficace. C'est magnifique. Enfin, tu me fais rougir. Non, je suis fière. On va effacer après le rugissement. Parce que Kader, c'est pas facile d'avoir un rêve. C'est ça. C'était mon rêve et le rêve de Hakim. Et on voit qu'il y a des personnes qui partagent ce rêve-là et ils travaillent encore plus que toi. Je suis émue. D'une autre manière, pas plus, mais d'une autre manière. Non, il faut le dire. Je sais que tu vas aller plus loin que nous grâce à votre soutien. Oui. Et Masha'Allah, on est fiers. Ça, c'est un exploit pour la communauté Kader. C'est pour ça qu'on appelle que la communauté nous aide encore plus. Alhamdoulilah, on nous aide. Regarde, en 24 heures, quand on fait un appel, David, le dernier appel, oui. Regarde, les gens réagissent très positivement. Oui. Incroyable, c'est magnifique. C'est un signe de confiance. C'est un signe de confiance. Donc je reviens à Rachid. Oui. C'est quoi les objectifs? Les objectifs, nous sommes en train aujourd'hui d'établir un véritable plan d'action. D'ailleurs, Hajera et Hakim y travaillent parce qu'on hérite ce qu'on appelle d'une programmation par rapport aux activités qu'ils ont jugées historiquement très importantes à réaliser.
Permets-moi d'en nommer juste quelques-uns. Je n'ai pas tout le plan actuellement en tête, mais je vais en nommer quelques-uns. On continue à organiser et à améliorer l'efficacité du soutien que nous fournissons, moral ou financier, aux familles qui font la demande. Je ne veux pas dire familles démunies, je dis familles qui font la demande à la SMQ. Donc on veut améliorer l'efficacité de notre soutien. On veut être plus efficace, ayant un impact positif sur la réalisation de ce soutien. Ça, c'est un premier objectif que nous sommes en train de renforcer. Le deuxième objectif, c'est de trouver des cimetières, aider les communautés musulmanes, les citoyens musulmans à trouver des cimetières dans la proximité. Ça veut dire, Hajira et Hakim, ils ont déjà travaillé pour, par exemple, à Sherbrooke. Nous sommes en train d'élargir l'intervention pour que les populations musulmanes trouvent un lieu de sépulture dans la proximité. Ils ne sont pas obligés de se déplacer jusqu'à Montréal ou de se déplacer de Québec. Avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y en a. Jusqu'à Montréal et dire, écoute, où est-ce que j'enterre? Ils sont déjà... Parce que la sépulture, elle appelle un critère immédiat qui est la proximité. Pourquoi? Pour que les défunts pour que les vivants puissent aussi rendre visite aux tombes quand ils le veulent, se recueillir, vivre leur deuil dans la normalité des choses. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième, c'est réactiver les acteurs absents dans la concertation que nous voulons établir avec les différents paliers, à savoir le palier municipal, le palier provincial et le palier fédéral. Ça, je l'annonce comme ça, là, mais il faudrait qu'on se fasse une tête sur ces acteurs qui sont très, très importants pour nous. Ça, c'est les acteurs fondamentaux, québécois. Est-ce que aussi oui, parce que le territoire... Pardon? Oui, les acteurs d'origine, les consulats, les ambassades. Bien sûr. Ça, quand je dis les acteurs, nous nous adressons d'abord aux gestionnaires du territoire, donc le territoire québécois, canadien, et nous nous adressons aussi aux intervenants gouvernementaux des des pays d'origine, des différents pays d'origine, à partir desquels ces communautés sont venues, c'est-à-dire desquelles sont venues ces communautés. Pourquoi? Parce qu'il y a la question du rapatriement qui, elle, nous fait penser au consulat. Les consulats, par exemple, je cite quelques-uns, maghrébins, nous sommes en contact avec eux, plutôt aussi avec leur procédure, comment ils pourraient soutenir les rapatriements quand les familles le demandent. Nous, essentiellement, on a fait d'ailleurs une annonce bientôt, on va la faire. Peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être qu'elle va sortir, que l'objectif premier et la priorité pour la SMQ, c'est d'aider l'enterrement ici au Québec. Si les familles le désirent pour rapatrier le défunt ou la défunte, c'est leur choix souverain. Il faudrait que les intervenants dont je parle, donc les consulats, ou plutôt les familles, puissent se renseigner facilement auprès de ces consulats pour dire oui ou non il y a soutien, ou bien s'il existe, sous quelles conditions, et que la procédure soit rapide, parce que le rapatriement, il doit se faire selon le rite musulman. Dans les règles de l'art, ça veut dire rapidement, avec le moins possible de bureaucratie, avec des critères particuliers que le gouvernement décide et divulgue. Et donc, ça c'est aussi un point stratégique important, un élément stratégique de la concertation que la SMQ veut aussi engager. D'avoir voilà. Donc, on a parlé du Québec. Oui. Moi, je vais poser, avant d'aller à la fin, oui. une question aussi simple. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres communautés musulmanes à l'extérieur du Québec? Parce que vous commencez à avoir une certaine expérience, une certaine expertise. Est-ce qu'ils ont demandé de l'aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a contacté? Oui, plusieurs. En dehors, je parle en dehors du Québec. Oui, plusieurs. Je ne pourrais pas citer... il y en a beaucoup. Qui veulent établir le même type d'association? Je ne parle pas de l'aide. Ah, ok. Elle parle non. Par exemple, à l'ouest... non. C'est nous beaucoup plus qui sommes en train d'apprendre de ce qui se fait par ailleurs. Par exemple, en Europe, on sait qu'en Hongrie,
En Bulgarie plutôt. En Bulgarie, ils ont déjà vu la contrainte des hommes et des espaces, et l'histoire aussi. Ils ont déjà réglé leurs problèmes des communautés multiculturelles et multireligieuses. Donc c'est une expérience déjà fantastique à connaître, qui pourrait être appliquée. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des cimetières multiconfessionnels. Par exemple, s'il y a un cimetière musulman, un cimetière, pas un carré, mais un cimetière musulman, il faudrait que le cimetière musulman puisse aussi s'ouvrir à d'autres communautés, si jamais la demande est faite. Ouais. Et donc c'est ce travail-là que l'ASMQ est en train de... Donc ça c'est aussi l'ASMQ profite de l'expérience extérieure surtout. On est surtout dans ce domaine. Juste, donc on termine aujourd'hui notre émission. C'est vrai, on devrait parler d'autres choses et tout, mais... Il y en a beaucoup de choses, Aksari Web TV, donc la Web TV va s'ouvrir à vous, donc elle vous invite si vous avez des messages à passer ou si vous avez un dossier à parler, à communiquer à la communauté. Donc, merci beaucoup. Vous prenez contact, c'est apprécié. Vous trouvez une tranche horaire et sur ça. C'est très apprécié. Merci beaucoup. On est là pour servir la communauté, comme on dit. Merci beaucoup. Merci. Avant d'aller de clôturer, on va commencer par l'ex. Donc, Madame Hajira Belkacem, un message à la communauté. Mon message, je l'ai dit plusieurs fois, Kader. Nous, on est des bénévoles. Et on essaye, on a vraiment à cœur ce volet-là. Et on aimerait avoir plus de soutien. Il y a beaucoup à faire. Monsieur Rachid Bayou, qui a été donc le nouveau président de la SMQ pour les 3 prochaines années. Et ça va être, je pense, une continuité. Oui, absolument. Dans la bonne direction. Exact. Votre mot de la fin pour nos amis web spectateurs. Ouais, je les félicite si jamais ils suivent cette émission-là. Et mon message porte sur 2 choses. Le premier message, c'est qu'une association bénévole, elle ne peut vivre qu'au travers des dons et des financements que vous reconnaissez comme étant légitimes pour une mission et une cause noble. La cause, vous la connaissez déjà, j'en suis sûr, c'est donc de nous aider à répondre aux familles qui sont dans le besoin du soutien moral ou financier. Et nous sommes tous des bénévoles actuellement autour du directoire. Nous n'avons pas d'employés, donc la SMQ est très jeune, donc nous comptons réellement sur vos dons. Ça, c'est le premier message réel, fondamental pour le fonctionnement d'une association. J'aime pas dire que l'argent est le nerf de la guerre. Il y a toujours de la baraka qui vient, je le sais. Je le sais, mais quand même, c'est un élément essentiel pour qu'on puisse soutenir une famille dans le besoin, parce que ici, les funérailles sont payantes. Ça ne se fait pas comme nos pays respectifs, où tout le village intervient, où tout le monde met la main à la pâte. Ici, les funérailles sont payantes. Il y a certains éléments. Le deuxième élément, c'est l'aspect de l'assurance. Moi, j'invite la communauté musulmane à prendre des assurances, ce qui va réellement faciliter la prise en charge des coûts funéraires. Donc, encore un élément financier lié à ça. La SMQ travaille là-dessus pour aider au moins les membres de la SMQ à avoir ce qu'on appelle des assurances collectives. J'en fais une annonce aujourd'hui officielle avec tout le respect de ce qu'ont déjà travaillé l'équipe. C'est l'un des beaux projets, Inch'Allah. Le projet, c'est de vous aider à trouver, à travers votre contribution, à trouver éventuellement des assurances collectives pour le décès. Pour le décès, ça va s'appeler pour décès ou assurance vie, on va voir. Il y a des avenues que nous sommes en train réellement d'étudier. Ça fait partie d'un de nos objectifs. Et c'est tout. Et nous sommes en train aussi, et la dernière chose que j'aimerais dire, que ce travail-là, qui a été initié par Hajira et Hakim et d'autres membres de l'équipe précédente, c'est que nous sommes aussi un canal, j'allais dire, d'harmonisation des relations multiculturelles au Québec. Nous sommes en train d'aider à harmoniser les relations multiculturelles, et c'est un acte vraiment très très noble. À travers la mort, c'est surprenant, mais nous sommes en train d'harmoniser les relations multiculturelles, et je vous remercie pour toute votre aide.
Moi, je vous remercie d'être venu. Et j'en profite juste pour parler d'un sujet. C'était l'avant-dernière phrase que vous avez dite concernant les assurances. On est en train de préparer une rencontre à Aksari Web TV où il y aura des intervenants. Dans ces intervenants, il y aura un religieux, il y aura donc le président de la SMQ, il y aura aussi un financier, et on va parler de tout. On va essayer de débroussailler l'assurance, la sépulture, etc. Donc on vous dit merci d'avoir été avec nous. On espère que vous nous suivez encore et à la prochaine émission. Merci.